parler de Zetnote, qui est un outil pour l'évaluation formative. Le contexte. Donc à l'université Toulouse-Paul Sabatier, je suis sur un statut un peu particulier, ce qu'on appelle un professeur associé. Ce sont des postes qui sont ouverts à des gens qui ont passé beaucoup de temps dans l'industrie et qui, à une période de leur vie, ont envie de mettre un pied dans l'enseignement et de la recherche. Alors pour moi, ça a été plutôt remettre un pied dans l'enseignement et la recherche, puisque j'ai eu une première partie de vie professionnelle en tant que professeur de mathématiques dans le secondaire. Ensuite, j'ai repris des études informatiques et j'ai travaillé pendant, encore aujourd'hui, dans l'industrie informatique, dans le logiciel et plus spécifiquement dans le domaine de l'éducation. Donc j'ai travaillé entre 2004 et encore aujourd'hui sur des questions d'ENT. Donc j'en dirai aussi quelques mots. Alors, je fais de la recherche dans ce qu'on appelle de l'EIAH. Alors EIAH, petit sondage. Donc, on ne va pas utiliser les boîtiers, mais qui a déjà entendu parler de EIAH? Voilà. C'est ça. Donc EIAH, c'est le nom, donc ça veut dire Environnement informatique pour l'apprentissage humain. Donc c'est un sigle qui a été proposé par des chercheurs en informatique qui s'intéressaient à l'enseignement. Et vous voyez, personne ne connaît. Bon, mais c'est comme ça. Alors, si on regarde ce qui se passe sur le plan international, ça se traduit par Technology Enhanced Learning, c'est-à-dire l'apprentissage supporté, augmenté par la technologie. Bon, la traduction est malheureuse parce qu'elle touche peu de monde aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter là fait l'objet de plusieurs publications. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc accéder à ces travaux. Alors, le point de départ, c'est ce que vient de vous présenter Jean-François, le système de vote interactif. Donc, on a vu tous les bénéfices, et des bénéfices qui reposent sur des fondements de sciences expérimentales, avec des études quantitatives, c'est-à-dire pas seulement des études qualitatives qui ont toute leur valeur aussi. Les chercheurs anglo-saxons appellent ça les études Marco Polo, où on est là, on regarde ce qui se passe dans des classes, on observe, etc. Et par rapport à des études quantitatives, où là on va essayer réellement de mettre en place des protocoles pour obtenir des résultats dont on a la garantie qu'ils sont transférables. Et donc c'est vraiment ces travaux-là que présentait tout à l'heure Jean-François. Donc tout ceci nous amène plein de bénéfices. Avec quelque chose d'assez extraordinaire, ce sont les taux de participation. Vous avez vu que là, spontanément, comme l'a dit Jean-François sur la physique, tout le monde participe et c'est très bien. Alors, il y a par contre quelques limites au dispositif et au boîtier de vote interactif. Les limites, c'est que ça marche très très bien avec des questions à choix exclusif. Donc on est très limité sur le type d'interaction. Ça c'est un premier point. Et donc ça soulève une question lorsque on travaille justement dans le cadre d'une formation qui doit délivrer un diplôme ou un baccalauréat ou une licence ou une maîtrise ou autre. Ça pose la question de l'alignement pédagogique. Alors c'est ce qu'un chercheur anglais, M. Biggs, a traduit par un terme anglais qui s'appelle constructivism alignment. Donc qui consiste à dire qu'en fait un apprentissage réussi, a priori, il doit être en capacité d'aligner les objectifs d'apprentissage avec l'évaluation que l'on va faire pour vérifier que les objectifs sont atteints. Et il faut aligner ça avec les activités que l'on va proposer aux étudiants et aux élèves. Donc, apprenant dans le sens générique, donc aussi bien dans le supérieur que dans le secondaire ou dans le premier degré. Donc il faut aligner les activités, l'évaluation et les objectifs d'apprentissage. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, en tant que chercheur, c'est de dire, finalement, les étudiants, je vais leur demander systématiquement, lors des épreuves d'examen, que ce soit en contrôle continu ou en examen terminal, etc., je vais, comme la plupart d'entre vous, je suppose, leur demander d'écrire des choses, d'écrire. On leur demande d'argumenter à l'écrit, c'est-à-dire on leur demande pas seulement de réfléchir, de débattre l'oral, on leur demande de fournir une argumentation soutenue à l'écrit. Alors, du coup, se posent deux questions en termes de recherche, c'est comment on va enrichir ce type d'interaction si on veut les pratiquer en classe ou en amphi, c'est-à-dire potentiellement dans des dispositifs où les liens sociaux sont pas faciles à maintenir. Si on voulait vous faire discuter à 150, ça peut vous générer des tas de choses un peu compliquées. Donc comment on augmente et on diversifie les types d'interactions en maintenant un taux de participation élevé. Parce que faire écrire des étudiants ou faire écrire des élèves, là, pareil, on a commencé par ça, on a essayé de leur demander spontanément
de co-construire le cours en prenant des notes collaboratives, etc. Là, on voit que le taux de participation, il est extrêmement faible sur les tâches écrites. On retrouve en fait les mêmes taux de participation que l'on observe sur les réseaux sociaux. Donc, vous savez que vous pouvez avoir sur des outils comme Twitter ou Facebook beaucoup de gens qui vont consulter, mais peu finalement qui produisent du contenu. On obtenait des mêmes résultats à peu près si on demandait spontanément aux étudiants de partager les notes de cours. Donc comment on peut arriver à faire en sorte que des élèves ou des étudiants répondent à l'écrit à des questions tout en maintenant un taux de participation élevé. Et donc la seconde chose, c'est si on les fait écrire dans une classe ou dans un amphi, comment simultanément on peut arriver à corriger l'ensemble des productions pour fournir un feedback en temps réel, puisqu'une des forces du dispositif du système de vote, c'est vraiment cette capacité à donner du feedback immédiat sur ce que les étudiants ont compris ou pas compris. Alors, le résultat, ça a été cette note où les partis pris ont été les suivants, c'est de se dire effectivement, on va s'appuyer sur les nouvelles technologies, les nouveaux dispositifs accessibles aujourd'hui. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, si on veut supprimer aujourd'hui les téléphones mobiles dans les établissements, ça pose d'autres questions, mais en tout cas, on a des ordinateurs, on a éventuellement des tablettes, on pourrait avoir des smartphones qui permettent aujourd'hui d'avoir des niveaux d'interaction beaucoup plus riches, qui permettent effectivement à tout élève ou tout étudiant de saisir des phrases, des caractères, et donc de répondre à des questions ouvertes. Donc on s'appuie sur les nouvelles technologies, les nouveaux dispositifs connectés, et pour répondre à la question de savoir comment on va proposer un feedback immédiat dans une classe ou dans un amphi, eh bien, on va simplement s'appuyer sur l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enseignant tout seul, il va pas être en capacité de corriger tout seul 130 contributions potentiellement qui viennent d'étudiants dans un amphi. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait beaucoup de progrès, mais a priori, elle n'en est pas encore à corriger correctement des productions d'élèves fournies en langage naturel. Par contre, on sait que l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves s'évaluent entre eux, eh bien, apporte aussi de sacrés bénéfices en termes d'apprentissage. Donc la plateforme Cette Note, elle permet à un enseignant de poser des devoirs, donc qui seront accessibles sur une plateforme internet. Alors ici, je vous ai pris un exemple d'un devoir qui est extrait d'un programme de médecine, donc je pense que c'est 3e année de médecine, où à l'issue de ce devoir-là, les étudiants doivent se positionner en fonction du cas clinique qui est exposé ici. On pose une question fermée. Donc ici, l'hospitalisation était justifiée pour ce patient. Mais l'outil va permettre à l'enseignant de dire « Je veux que sur cette question-là, les étudiants proposent une justification argumentée à l'écrit. » Donc ça, c'est pour la question fermée. Et vous avez ici des questions plus ouvertes, classer les signes généraux selon leur gravité par ordre décroissant et justifié, ou des questions ici sur le diagnostic, quel diagnostic évoquez-vous, argumenté. Donc là, on est carrément sur de la question ouverte, on n'est plus sur la question fermée avec argumentation. Alors, j'ai pas osé vous faire... c'est un peu plus long, du coup, si on demande aux étudiants d'écrire. Alors voilà à quoi ressemble l'interface côté étudiant. Donc chaque étudiant, une fois que l'enseignant a déclenché la séquence, eh bien sûr, il a le sujet, il dispose de la question et de l'interface qui lui permet de se positionner ici sur la question fermée, et un champ qui lui permet ici de fournir sa justification. On demande aussi à l'étudiant d'indiquer son degré de confiance dans sa réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il estime être confiant dans ce qu'il a indiqué ou non confiant, etc. Donc on essaie d'introduire ce qu'on appelle du métacognitif, parce que là aussi, on sait que injecter du métacognitif, ça apporte du bénéfice en termes d'apprentissage. Donc une deuxième soumission, alors là j'ai pris un cas, j'ai simulé un cas idéal où on a vraiment des étudiants qui vont répondre d'un côté oui, de l'autre non, etc. Et on va voir ce que l'on obtient. Donc on est sur une approche complètement similaire, on s'inspire vraiment du peer instruction qui a été présenté en détail par Jean-François tout à l'heure, et on le transpose en fait en faisant en sorte que les étudiants puissent fournir des réponses à l'écrit. Donc à l'issue de la première phase, l'enseignant il est capable lui de voir comment se sont répartis les différents choix, les différentes réponses des étudiants, et il peut ainsi démarrer une deuxième phase, la phase qui correspond en quelque sorte à la phase de discussion dans une approche peer instruction à base des boîtiers de vote. C'est-à-dire que l'outil va proposer à chaque étudiant, en fait,
des réponses. Alors vous voyez que les réponses sont anonymes, on ne sait pas qui a posé ces réponses-là. La seule chose que l'on sait, c'est que ces réponses, elles ont été fournies par d'autres élèves de la classe. Et donc chaque étudiant est invité à, d'une part, prendre connaissance de ces réponses. Donc il confronte son point de vue et son argumentation aux argumentations des autres élèves, et on lui demande de se positionner par rapport à cette explication alternative ou à ces explications alternatives. Donc par un système de petites étoiles, il donne son avis, son opinion sur la qualité de l'argument proposé par ses pairs. Et comme l'objectif c'est de provoquer une confrontation de points de vue, donc idéalement de résoudre un conflit socio-cognitif, pour ceux qui ont entendu parler, idéalement, on n'en est peut-être pas encore là, mais on donne la possibilité à chaque étudiant, après avoir lu les confrontations autres, de modifier sa sélection, c'est-à-dire éventuellement de changer d'avis. Donc on confronte le point de vue et on donne la possibilité de changer d'avis. Donc le dispositif, une fois que la deuxième phase est terminée, permet à l'enseignant, lui, de voir la tendance, c'est-à-dire que dans le cas que je viens de présenter simulé, on voit que entre la première phase et la deuxième phase, on est passé de 50% de bonnes réponses à 100% de bonnes réponses. Et là, on est dans le cas idéal où cette confrontation de points de vue a permis de faire progresser l'ensemble des apprenants. Une fois les résultats publiés, l'ensemble des étudiants et bien sûr l'enseignant, tous vont disposer de l'accès aux contributions écrites, celles-ci étant classées des mieux notés par les étudiants aux moins bien notés. Alors, je vais lancer 3 petits films qui durent chacun 10 secondes, 15 secondes, ça, si tout va bien. Alors, on est sur une approche qui est assez différente de celle présentée tout à l'heure par Jean-François, puisque là, on se trouve en situation où il y a beaucoup moins de débats à l'oral, donc on est sur une ambiance beaucoup plus studieuse. Dans les prérequis ou dans les préconceptions, c'est-à-dire studieuse au sens où on a ils sont silencieux et concentrés sur ce qu'ils font. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont silencieux et concentrés sur ce qu'ils font ou pas. Alors ça c'était intéressant, donc là on voit quand même beaucoup d'étudiants qui sont concentrés, qui parlent un petit peu mais pas tant que ça, puisqu'on est sur une approche qui vise à privilégier la lecture et l'écriture plutôt que le débat oral. Et cette vidéo était pour illustrer le fait que pour l'application, elle fonctionne sur des smartphones comme sur des tablettes. Il y a quelqu'un ici, là, je ne sais plus, qui était par là, qui était sur tablette. Et donc aujourd'hui, dans les cursus type informatique, on a à peu près un tiers des étudiants qui utilisent leur smartphone pour fonctionner avec ce dispositif. Alors, je vais arrêter les simulations et je vous explique quelques cas concrets. Donc ça, ce sont des extraits de résultats à l'issue de questions posées. Alors celui-ci, c'est dans un cours d'informatique de master. Et on est sur ce qui est idéal, c'est-à-dire ce qu'on espère tous obtenir après ce genre de débat, c'est-à-dire qu'on a une tendance à la baisse pour les mauvaises réponses entre le premier tour et le deuxième tour, et donc une tendance à la hausse pour les bonnes réponses. Et ça, souvent, d'expérience, ça révèle que la question qui a été posée, elle est plutôt pertinente, c'est-à-dire qu'elle arrive vraiment à créer une sorte de choc entre justement ce que les étudiants pensaient avoir compris et ce qu'ils ont réellement compris, ce qu'ils sont capables de transférer dans un autre contexte. Alors là, je vous ai mis un deuxième exemple, c'est un exemple d'une question qui a été posée par un professeur de technologie en classe de 6e et qui lui utilise Sapnote pour poser des questions ouvertes de type métacognitif, c'est-à-dire qui demande aux étudiants qu'est-ce que vous avez retenu de la dernière leçon, qu'est-ce qui vous semble le plus important, et ainsi de suite. Donc là, on est sur des questions ouvertes qui sont utilisées non pas pour interroger sur une compétence particulière, mais pour interroger l'apprenant sur ce qu'il pense avoir appris pendant les séances. Voilà, alors ça aussi, ça existe, hein, c'est une question ratée. Alors souvent, ça révèle une question ratée, où là, vous avez entre les deux tours, il se passe le contraire de ce que vous attendiez, c'est-à-dire vous posez une question, et en fait, la tendance, à l'issue de la deuxième réponse, c'est que vous avez plus d'étudiants qui répondent de manière incorrecte par rapport à ce qui est attendu. Alors ça, voilà, ça arrive, et d'expérience, c'est souvent des questions qui sont mal posées, qui sont trop ambiguës, et l'accès
pour l'enseignant qui a accès à l'ensemble des argumentations, y compris des argumentations qui correspondent aux mauvaises réponses, ben, en général c'est une bonne manière de comprendre ce que les étudiants avaient perçu pour pouvoir s'inscrire plutôt dans la pensée de quelques étudiants qui ont mal répondu plutôt que dans l'autre. Donc ça, ce sont des outils aussi qui permettent en général de progresser côté enseignant sur la qualité des questions. Alors il y a eu beaucoup d'expérimentations autour de cette application-là. Je vous ai mis ici, on va regarder simplement la dernière colonne ici, la dernière partie sur la droite, où on s'est interrogé sur le taux de participation. Un des enjeux, c'était est-ce qu'on va arriver à obtenir autant de participation que lorsqu'on demande aux étudiants d'utiliser des boîtiers de vote interactifs. Donc sur la partie réponse à des questions fermées, c'est-à-dire quand on utilise StatNote et qu'on demande aux élèves ou aux étudiants de cliquer pour dire oui, non, ou c'est le choix 1, le choix 2, le choix 3, on est sur des taux de participation qui sont complètement similaires à tout ce que la littérature indique sur les boîtiers de vote interactifs, c'est-à-dire autour de 90% de taux de participation. Et sur la partie écrite, donc on a à peu près 70% des apprenants qui s'investissent dans la partie écrite, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps réellement de fournir une argumentation écrite. Alors ces études-là, elles sont importantes parce qu'elles ont été faites dans les contextes où la participation à l'écrit n'était pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de badge ou de notes associées à la participation écrite. C'était vraiment sur le base de la volontariat, on est dans un amphi comme ça, on vous met le dispositif entre les mains et puis vous participez ou vous participez pas. Donc de ce point de vue-là, ça c'est un des points qui a fait l'objet de publication parce que c'est un résultat intéressant, c'est-à-dire que les étudiants, les apprenants participent sur les tâches écrites. Et là, cette diapositive-là, on va s'intéresser aussi plutôt sur la moyenne. C'est le taux de conversion en moyenne sur les 4 premières études qui ont été faites. On a obtenu un taux de conversion moyen de 30%, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 30% des personnes qui avaient répondu de manière incorrecte qui basculaient vers la bonne réponse. Et donc là aussi, c'est pareil, on est sur des résultats qui ressemblent beaucoup à tous les résultats qu'on accumule depuis une vingtaine d'années sur le peer instruction. Alors je vous ai mis ici, il y a un collègue du collège en 6e qui nous a fait une restitution à l'IRES de Toulouse sur ces travaux-là. Et il a mis en avant quelques points qui lui semblaient pertinents sur l'outil. Voilà, donc ça on est plus dans le volet qualitatif, dans le volet approche Marco Polo, on va dire. Mais c'est intéressant de voir que pour lui, il a dénoté de véritables progrès sur différents aspects, sur l'écriture, ainsi de suite. Voilà, alors il y a une question qui a été posée, qu'on aura peut-être l'occasion de débattre, mais c'est qu'effectivement, pour qu'à un moment donné, ce genre de pratique, elle se développe, il faut que ce soit facile pour les enseignants, et donc l'intégration avec l'ENT fait partie sans doute de ces voies de simplification.